Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien reposé grâce à ces soirées aux horaires européennes dont on nous gratifie cette semaine et dont on va nous gratifier encore la semaine prochaine. Je parle du PFL évidemment parce que personnellement je ne suis pas resté éveillé pour l'UFC. Je vais aujourd'hui exclusivement parler du PFL, de Francis Ngannou surtout, revenir un petit peu sur la soirée très rapidement et parler de mon ressenti pour la suite pour Ngannou et donc le PFL d'une façon plus large puisqu'on sait que lui il est plus gros que le PFL d'une certaine façon, donc parler de lui c'est parler de l'avenir de la structure d'une manière plus globale. Je vais revenir sur quelques points positifs que j'ai trouvé de la soirée d'hier parce que il y en a eu. Et il faut le dire, parce que moi je serai le premier à taper quand le produit est pas bon, et il a pas été bon très souvent cette année, mais il faut dire ce qui est, la soirée d'hier m'a un peu plus plu pour plusieurs raisons. Déjà, je vais parler du point positif majeur, qui est le rythme de la soirée. Ça avait pas bien commencé, parce qu'en fait ils ont mis énormément de temps à démarrer. Alors si vous voulez, ils avaient 3h30 d'audience à couvrir sur la carte préliminaire, il y avait que 4 combats, devait y en avoir 5 de base, mais même c'est énorme. La grille de production habituelle, quand même, normalement c'est une demi-heure par combat, donc quand on a 4 pour 3h30, évidemment ça va être un petit peu long, mais je dois dire que sur la carte principale, le rythme s'est accéléré. Maintenant, je vais mettre un bémol et parler d'une expérience personnelle, c'est ce que j'appellerais moi la dictature des décisions. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as une soirée, tu as évidemment une grille de production qui englobe les interludes, le combat, et ça permet en fait d'encadrer le temps d'antenne disponible. Quand tu passes une soirée entière à faire des décisions, évidemment, la grille de production se rapproche. Donc, même si tu avais prévu énormément d'interludes, énormément d'interviews, des interactions entre les combats, évidemment, c'est un peu plus bridé par le fait que les décisions s'enchaînent et donc du coup, tu as moins de temps d'antenne disponible. Pourquoi je vous dis que je vous parle d'expérience personnelle ? Parce que moi, je sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, mais je travaille pour le Glory Kickboxing et on vient tout juste d'avoir une soirée en octobre par exemple où les décisions se sont non seulement enchaînées, mais on a eu en plus plusieurs extra rounds qui est extrêmement rare et donc du coup ça a complètement déréglé les fiches de production. Il y a beaucoup d'interludes qui sautent où tu dois rapprocher les combats, tu dois enchaîner beaucoup plus rapidement. Donc évidemment ça donne le sens d'une soirée beaucoup plus dynamique pour le spectateur, pour l'audience, mais c'est un petit peu compliqué à suivre par moment au niveau du camion de production. Voilà, tout le monde pète un peu un câble parce que au lieu d'avoir tablé une soirée sur laquelle tu vas avoir quelques finishes et des décisions, bah tu te retrouves à devoir faire le max du max, voire plus, puisqu'il y a des extra rounds. Ça c'est une règle du Glory, c'est chez nous. Mais voilà, donc du coup ça accélère un peu le rythme de production, c'est un peu compliqué, mais voilà. Là, il y a eu que des décisions sur la carte principale jusqu'au main event. Donc du coup, évidemment, ça donne le sens d'une soirée un peu plus rythmée parce que les combats doivent s'enchaîner de fait, parce que le temps d'antenne n'est pas infini. Il faut respecter la grille. T'as promis X heures à tes diffuseurs et voilà. Donc c'est un peu le rush, mais en tout cas, ça donne le sentiment comme d'une soirée qui bouge un peu plus vite. Et je dois dire que c'est appréciable parce que d'habitude, le PFL, c'est vraiment à la longue. C'est vraiment des interludes interminables entre les combats. Ça s'enchaîne jamais. Et là, c'était un peu mieux. Surtout parce que c'est l'autre point positif, on s'enchaîne directement dessus, que le matchmaking était un peu plus équilibré cette fois-ci qu'il ne l'est habituellement hors des soirées de tournoi. Voilà, les soirées de tournoi, généralement, ça va parce qu'en fait, c'est les meilleurs qui s'affrontent, mais quand ils font des super fights comme ça, des super cartes, ou quand ils font des cartes, par exemple, comme à Paris, généralement, le matchmaking est un peu déséquilibré, donc ça dérègle un peu complètement la production pareil, ça fait beaucoup de combats qui finissent très tôt, et donc du coup, c'est dur à suivre. Là, non seulement il y a eu des combats équilibrés, mais il y a eu aussi des très beaux combats, c'est le point positif suivant. Bon, il y a eu 2 très beaux combats en plus du finish du main event qui est incroyable évidemment, mais AJ McKee contre Paul Hughes, on pouvait s'y attendre, c'était un très beau combat avec un gros upset avec la victoire de Paul Hughes. Ils lui ont filé une split décision, c'est un peu hallucinant selon moi, c'est-à-dire qu'il avait très clairement gagné le combat, mais voilà, le bon vainqueur a été couronné si on peut dire. Très bon combat, dynamique, très surpris sur les pieds, ils sont allés à la guerre, c'était vraiment très bien. Paul Hughes, il a fait très mal notamment dans le premier et franchement j'étais très impressionné par sa performance et sa victoire de référence. Ils lui ont filé un combat risqué pour un mec qui veut vraiment faire monter, donc ça finit par payer. Ça aurait pu ne pas payer bien sûr, mais surtout voilà, Paul Hughes il aurait pu tranquillement attendre le tournoi de l'année prochaine et ne pas combattre. Là il l'a fait, il a pris des risques, il a gagné, tant mieux pour lui. J'ose imaginer que les deux participeront au tournoi l'année prochaine, donc vraiment j'espère qu'il y aura un jour une revanche parce que c'était un très beau combat, un combat serré et c'est du très haut niveau. Voilà, le PFL ils ont beaucoup de gars de qualité, mais ils ont pas énormément de mecs de très très haut niveau. Ça c'est un combat de très haut niveau et donc j'ai beaucoup aimé, j'apprécie, je respecte. Victoire de Paul Hughes, logique, et j'ai hâte de voir une revanche peut-être un jour. L'autre combat qui m'a vraiment plu, c'est le combat féminin entre Chris Cyborg et Larissa Pacheco. Donc ça, beaucoup de boxe, beaucoup de dynamisme, ça s'est envoyé dans la gueule dès le premier round, tout le monde était ouvert, enfin voilà, ça c'était vraiment une belle guerre. Ça c'est une belle vitrine pour le MMA féminin du PFL, c'est-à-dire que tu peux construire une division sur ce genre de performance et sur ce genre d'athlètes. Ceux qui manquent parfois, parce que par exemple, la grande combattante pour moi féminine qu'ils ont, outre ces 2 combattantes-là, c'est Dakota Ditcheva qui massacre absolument tout le monde. Donc du coup là, voilà, gros combat, grosse vitrine, j'ai beaucoup aimé, beaucoup de dynamisme, retour de 2 femmes qui n'avaient pas combattu depuis près d'1 an,
il me semble, en MMA en tout cas, et voilà, ça, ils ont fait le taf, c'était super. Victoire logique de Chris Cyborg, que j'apprécie énormément, et voilà. On passe rapidement au combat principal, donc gros écart de niveau entre les deux combattants. La question, comme moi j'ai dit dans l'intro, c'est que tout dépend de Francis. Comment est-ce qu'il revient ? Francis, il revient déterminé, il revient chaud, il a lutté comme j'ai dit qu'il allait lutter, et une fois qu'il était au sol, il a fini. Moi je pensais que ça allait durer un petit peu plus longtemps. Là, Francis, il avait pas le temps du tout. Il a vraiment fait le taf immédiatement. Gros ground and pound. Renan Ferreira, c'est très faible, outre que ses overhands c'est très très faible, quoi. Et voilà, et Francis, c'est toujours un mec de très haut niveau, c'est toujours le top niveau. Est-ce qu'il pourrait encore rivaliser avec les tout meilleurs de l'UFC ? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est toujours le top niveau, c'est évident. Gros point majeur, négatif, et ça, vous allez m'entendre, je suis un peu chiant avec ça, mais l'arbitre, putain, c'est vraiment, mec, il y a 4 patates de trop, surtout que tu sais qu'il est en train d'envoyer du ground and pound, là, quand même, c'est probablement le mec avec la patate la plus puissante de tout le MMA mondial. Tu peux pas attendre que le mec soit inerte au sol s'il répond pas depuis 10 coups, enfin, voilà, ça n'a aucun sens. À un moment, il y a un coup qui part, alors que le combat aurait déjà dû être arrêté, qui a complètement sonné, complètement éteint Renan Ferreira. Pour moi, c'est horrible. La scène, elle était affreuse. C'était clair que le combat était fini, mais voilà, il a pris une patate de forain de trop. Ça l'a complètement éteint. C'était pas beau à voir. J'aurais aimé que le combat soit arrêté avant, tout simplement, mais voilà. Belle victoire de Francis Ngannou, grosse performance de patron, de retour aux affaires. Il a prouvé qu'il était encore le meilleur, et ça pose maintenant la question évidente et la question sous-jacente de qui pourrait bien être le prochain adversaire de Francis Ngannou, quel pourrait bien être le prochain move de Francis Ngannou. Donc j'ai noté quelques possibilités rapides, à commencer par le vainqueur de la finale du tournoi des poids lourds qui aura lieu en fin novembre entre Denis Goslov et Oleg Popov. Voilà, c'est deux combattants de très haut niveau, c'est du très bon niveau, sûrement meilleur que Renan Ferreira, même si Goslov a perdu contre Renan Ferreira il y a pas longtemps. Je pense que globalement c'est quand même un défi un peu plus costaud et complet pour Francis. Maintenant, la question c'est comment est-ce que tu génères de l'intérêt autour de ce combat, outre le fait que ce soit un nouveau combat de Francis. Je pense que là, ce week-end, il y a eu le fait que ce soit des adversaires absolument colossaux physiquement, et il y avait le fait que ce soit bien sûr le retour de Francis en MMA, mais maintenant il va falloir peut-être réussir à convaincre un peu l'audience qu'il y a une vraie opposition, il y a une vraie dimension de ligue. Dans combien de temps est-ce que Francis va revenir aussi, parce qu'en fait voilà, je sais pas quelle est la nature de son contrat, je sais pas quelle est la teneur de ses obligations vis-à-vis du PFL, mais est-ce qu'il se remet dans le jus vraiment et il veut revenir très rapidement, ou est-ce que voilà, il va atterrir ponctuellement pour être le boss final du PFL si on veut, c'est-à-dire que dès qu'un nouveau challenger émerge de manière assez claire, bam, Francis fait son apparition. Voilà, ça c'est ma question. Autre possibilité, mais là qui est plutôt un long shot, c'est Anatoly Malikin, donc le champion du One Championship. Évidemment, il est sous contrat avec le One. Pourquoi est-ce que, du coup, je le cite ? C'est parce qu'en fait, le One, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'il continue à faire du MMA très longtemps. Avec déjà la sortie de Rainer Rieder et même de mecs comme Bibiano Fernandez un peu avant, ils laissent quand même filer leurs grosses stars, et ça me questionne un peu sur quel est l'avenir pour le MMA au One. Il y a de moins en moins de MMA dans les soirées, il y a moins en moins d'intrigues parce qu'ils ont eu des champions très très dominants dans les classes de poids les plus élevées, donc du coup c'était peut-être pas ce qui menait le produit. Je sais pas si le MMA survivra au One Championship en 2025, je sais même pas si le One Championship survivra en 2025, puisqu'ils ont il y a pas longtemps liquidé beaucoup de staff, soi-disant pour des objectifs de rentabilité, mais la vérité c'est parce qu'ils sont dans le rouge total et qu'il va bientôt falloir refaire une levée de fonds s'ils veulent survivre. Donc Anatoly Malikin, c'est quand même selon moi le meilleur poids lourd hors de l'UFC après Francis Ngannou, donc ce serait un combat très intéressant que j'ai beaucoup envie de voir, et là je pense que ce serait un adversaire d'un niveau tel et d'une réputation telle qu'il pourrait construire une vraie intrigue autour de ce combat. Donc voilà. Troisième option, c'est un retour en boxe anglaise. Moi j'y crois moyennement. Après Tyson Fury, c'était vraiment, il y avait encore beaucoup d'intrigues sur Francis en boxe anglaise. Je crois que contre Anthony Joshua, les intrigues et les écarts de niveau sont un peu devenus évidents aux yeux de tous. C'est-à-dire que maintenant, pour que Francis fasse un retour en boxe anglaise qui aurait du sens, il faudrait trouver un adversaire avec un nom suffisamment gros pour que ça ait du sens, mais d'un niveau, disons, suffisamment faible pour créer de la hype et de l'intrigue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, si tu mets Francis contre un top 5 mondial et que ce top 5 mondial va se préparer durement, c'est difficile de trouver crédible qu'il puisse gagner contre lui. Peut-être, j'ai vu que beaucoup de personnes parlaient de Deontay Wilder, qui est sur pas une pente simple. Peut-être, pourquoi pas, mais c'était vraiment... Il y avait un moment pour faire ce combat. Maintenant que les deux sont un peu en perdition côté boxe anglaise, je trouve que ça a un peu moins de sens, mais bon, pourquoi pas. Évidemment, je vais juste toucher un mot rapidement, mais du côté du PFL, on réclame presque, on supplie finalement un illusoire PFL versus UFC. Bon, moi je veux être très clair là-dessus, l'UFC n'a absolument rien à gagner. Le monde entier considère déjà que les meilleurs combattants sont à l'UFC, que ce soit vrai ou pas, c'est un truc de prestige. Quand on parle de MMA, d'ailleurs, la moitié des gens disent l'UFC pour dire le MMA, tellement voilà...
c'est un marché écrasant. Le PFL, évidemment, qu'ils aimeraient bien faire une soirée contre l'UFC parce que d'un coup, tout le monde découvrirait qui est le PFL. Et voilà, il n'y a aucun intérêt pour l'UFC. On considère déjà que c'est le produit le plus qualitatif avec les combattants de meilleure qualité. Et on considère déjà que c'est le mastodonte commercial du MMA. Ils n'ont absolument rien à gagner à combattre contre le PFL. Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, ce truc-là n'a aucun sens d'exister. Donc pour Ngannou, pour moi, le plus simple, parce que le plus logistiquement simple à mettre en place, ce serait d'affronter le vainqueur donc de Denis Kostov contre Oleg Popov. Après, il faut voir comment est-ce qu'on arrive à rendre ça commercialement viable. Même si je pense pas que ce soit l'objectif du PFL actuellement, il faut quand même générer un minimum d'intérêt autour de la soirée. Enfin, il faudrait que ça commence un peu à dépasser la simple présence de Francis Ngannou, ce qui est super, parce que nous on adore Francis, enfin moi personnellement j'adore Francis, mais ce que je veux dire c'est que quand tu essaies de monter ton produit en termes de rentabilité, si tu comptes que sur un mec qui va combattre une fois ou deux par an, c'est un peu compliqué. Pour moi, le PFL doit continuer donc à se concentrer donc sur son produit actuel, créer un sentiment de ligue, parce que pour le moment donc l'attrait autour des soirées il est exclusivement ponctuel et il est poussé par les combattants plus que par une envie de retrouver la qualité du produit. Là je pense qu'ils vont se rendre compte cruellement, même en France avec le PFL à Lyon, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont habitués à faire des grosses salles, à faire des grosses ventes avec Doumbé, avec Baki. Maintenant là, ils ont fait un main event entre Abdullah Gouarigmov et Lauren Staropoli, qui sont deux combattants que j'aime beaucoup, j'ai rien contre eux, mais pour moi ça va pas être suffisant pour driver une audience et pour vraiment créer un sentiment d'appartenance autour de la soirée, autour du PFL. Et je pense qu'ils vont se rendre compte que même en France où ils ont beaucoup de succès, où ils ont plus de succès qu'ailleurs, ils n'ont pas encore réussi à trouver cette audience fidèle. À titre d'exemple, par exemple, voilà, il y a donc cette grosse soirée du PFL en novembre qui est, même si la soirée de ce week-end était la grosse soirée médiatique, la soirée de novembre c'est la grosse soirée sportive parce que c'est tous les finales de tournoi. Mais la vérité c'est qui est-ce que ça intéresse vraiment? Moi je vais regarder à titre personnel parce que voilà, mais moi je regarde tout, donc c'est pas des mecs comme moi qu'il faut convaincre. Il faut essayer à capter une audience plus large et pour l'instant ils y sont pas arrivés. Pour l'instant ils patinent même à le faire, c'est-à-dire que là je crois pas qu'il y ait un vrai sentiment d'audience, il y a un vrai sentiment de suivi et je crois pas que ça intéresse tant de gens que ça finalement pour l'instant le PFL. Donc pour Francis, félicitations, très belle victoire. Je trouve que la soirée était vraiment pas mal niveau production. Voilà, je pense que si quelqu'un a découvert le PFL hier soir, et bah il part plutôt avec un bon sentiment et peut-être qu'il aura envie de re-regarder la soirée, de regarder les soirées les prochaines. Mais voilà, bravo à Francis, bravo à son équipe. C'était très émouvant, son discours était très émouvant. On sait que c'était un moment chargé d'émotions pour lui et on a hâte de voir la suite pour Francis. C'est vraiment toujours un des tout meilleurs poids lourds du monde, il y a aucun doute. Ça s'est vu avec la facilité avec laquelle il s'est occupé de son adversaire. Et en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous voulez voir comme suite pour Francis Ngannou. Les vidéos un peu plus scriptées vont bientôt revenir. J'ai un petit peu un temps calme au taf. Non pas que je taffe plus, mais il y a un peu moins de déplacements là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez pour Ngannou la semaine prochaine. Il y a une grosse soirée UFC la semaine prochaine, donc j'ai hâte de parler de ça et on se reparle bientôt. Salut tout le monde.